On va parler immédiatement de leur défi photo parce que j'ai envie de participer, moi. Si vous voulez participer, ça serait super cool aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Tela Botanica, bon, pour rappel, le réseau des francophones, non, l'inverse, des botanistes francophones, hein, associatif, super initiative depuis des années. Enfin bon, c'est le réseau numéro 1 pour les botanistes en France et dans le monde francophone, mais quand même très France. Qu'est-ce qu'ils font chaque trimestre, me semble-t-il, ils lancent un défi photo avec un thème. Le thème pour cet automne, je suppose, ça sera arbre nu, même si c'est une image avec de la neige. Elle est belle, hein, cette image. Dommage qu'il y ait un avion. Bon, bref. Donc le défi, ça sera arbre nu, donc arbre sans feuilles, je suppose. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de montrer vos talents de photographe en 2022, il est encore temps. Vous pouvez participer au dernier défi photo du 6 octobre au 15 décembre. Ah oui, d'accord, donc l'automne-hiver, quoi. Octobre, novembre, décembre. Ouais, mais c'est 3 mois, ça marche. 6 octobre, bah, c'était hier. Ah bah oui, puisque l'info date d'hier, bravo. Donc jusqu'au 15 décembre, on pourra proposer des photos dans ce défi. Ensuite, bah, les gens votent, les télébotanistes votent, enfin ceux qui veulent participer, et il y a plusieurs photos qui sont sélectionnées pour être mises en avant. Voilà, il n'y a rien à gagner, me semble-t-il, à moins que ça ait changé. Le thème, bah attendez, on va tout lire. Les arbres perdent leurs feuilles. Donc sous les latitudes tempérées, à la vôtre d'ailleurs, hein, santé. La plupart des arbres perdent leurs feuilles à l'automne. Oui, jusqu'ici ça se tient. Si troncs et branches sont protégés par l'écorce et les racines enfouies sous terre, certaines feuilles n'ont pas de protection pour résister au froid. Grâce à ces feuilles, l'arbre perçoit que les journées raccourcissent et donc que la température va baisser. De petits bouchons se forment alors et les feuilles ne sont plus alimentées en sève. Alors des petits bouchons dans le pétiole, donc ce qui relie la feuille au rameau. Il y a un petit bouchon à la base, et comme ça, pouf, la feuille n'est plus alimentée, et au bout d'un moment, bah, elle tombe. Salut Marteau Pilon, et bonsoir tout le monde. Ah, encore quelqu'un qui se couche à 8h30 du matin. Comment ça va, monsieur Pilon? J'ai vu que t'étais passé sur le stream Valheim l'autre jour. Ça t'a plu les constructions de Monseigneur Rocha? Il est dans le chat, n'hésite pas à le flatter. Donc, qu'est-ce que ça disait? Donc les feuilles finissent par sécher et tomber, bien sûr. Certains arbres ont des feuilles persistantes, ils les gardent en hiver. Jusqu'ici, c'est logique. Les feuilles des conifères, par exemple, s'appellent des aiguilles. Bienvenue. Elles sont recouvertes de cire. Oui, alors, elles ont une cuticule cireuse, exactement. Et cette couche isolante les protège du froid. Entre autres, parce que... faut savoir... Enfin, voilà, je pinaille, hein, excusez-moi. Mais les conifères produisent aussi des espèces d'antigels qui leur permettent de survivre aux températures négatives de l'hiver et de ne pas geler de l'intérieur. Entre autres. Source, ah oui, automne, tout à fait. Ah ben, comparé à ce qu'on connaît, c'était exceptionnel. Ben oui, oui, évidemment, mais voilà, donc si tu veux changer d'équipe, voilà, n'hésitez pas à discuter dans le chat. Mais si tu veux changer d'équipe, monsieur Pilon, je comprendrai. Donc le thème de cette année, les arbres perdent leurs feuilles, oui, leur majesté, bien sûr que non. L'automne et l'hiver sont des périodes propices pour observer et admirer l'entrelacement des branches, les formes bizarres... Oh je sais quel arbre je vais prendre en photo, oh, je sais quel arbre, je sais. Pardon. J'ai une petite montée d'excitation. Vous voulez savoir? Du coup, l'automne et l'hiver sont des périodes propices pour observer et admirer l'entrelacement des branches, les formes bizarres, mais aussi l'écorce ou encore les nœuds qui sont habituellement cachés par les feuillages. En ce début d'automne, c'est le moment d'observer les arbres dans leur plus simple appareil. Ah mais maintenant oui, dit Ganouche. Ah. Alors, comme je le dis souvent, il y a toujours une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. Donc je peux vous raconter ce que je vais photographier, puis ça il faut que je le retrouve par contre. C'est à côté d'une route, certes, mais quand même. Donc, je vais photographier un hêtre. Alors, les hêtres, très souvent, ils font un fût, donc un tronc principal qui est assez droit au début, qui peut monter sur 4-5 mètres, voire plusieurs dizaines de mètres quand il y a eu un bon travail de forestier qui a visé à gainer l'arbre, n'est-ce pas? Mais un peu naturellement dans une forêt, hein, pas s'il pousse en plein champ. En plein champ, il va nous faire une belle forme de pommier. Vous voyez, un beau pommier comme ça. Non, s'il pousse en forêt, il va faire un tronc de quelques mètres, et ensuite on a ce qu'on appelle les branches charpentières, donc des grosses branches qui vont soutenir en fait
l'essentiel de la canopée, donc du feuillage de l'arbre. Hein. Et donc il se trouve que ça fait une espèce de plateau. Vous voyez, au moment où il y a les branches charpentières qui, hop, le tronc principal, vraiment il s'évase. Et dans ce plateau-là, dans ce petit creux, on va dire, alors un creux qui a 5 mètres de hauteur et qui fait peut-être voilà, quelques dizaines de centimètres de diamètre, il y a un sapin qui a commencé à pousser. Donc vous imaginez le tronc, les branches charpentières qui partent à gauche et à droite, et au milieu, je sais pas, il doit faire 1m50, 2 mètres, il a peut-être grandi depuis, remarque. Il y a un sapin. Donc en hiver, ça veut dire que le hêtre n'aura plus du tout de feuilles, et le sapin vert au milieu restera. Excellent, ouais, c'est pour ça, je me dis, oui, évidemment, comme ça, on a non seulement l'arbre nu, on reste dans le thème, mais en plus, on complète le truc avec les arbres sont nus, certes, mais pas tous. Je sais pas, j'essaye d'y voir un message. En ce début d'automne, c'est le moment d'observer les arbres dans leur plus simple appareil. Quand je vous dis que les botanistes sont des obsédés, non mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Seule contrainte à ce défi, une espèce doit être identifiée ou identifiable sur vos photos afin que vos contributions soient versées au projet participatif Flora Data. Non, pas d'anthrophile, DRO, comme drosophile. Dendrophile. Alors pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, la dendrophilie, n'est-ce pas, c'est une déviance sexuelle pathologique se caractérisant par une attirance ou une vénération d'ordre sexuel envers les arbres. Est-ce que le mot dentrophile existe? Pas du tout. Très bien. Donc voilà, ne vous plantez. Dendro. Et oui, dendro, parce que dendro en grec, c'est l'arbre. Qu'est-ce que c'est que cette définition de l'enfer? Dendro, élément entrant dans la composition de termes scientifiques. Ok. Du coup, Wikictionnaire. Attendez, c'est qui définit ça? Bon, bref. Wikictionnaire. Comment on dit ça? Bref. Du grec ancien, dendros. Oui, je lis le grec ancien. Dendron, alias l'arbre. Ils savaient pas quoi mettre en def. Mais ouais, mais c'est clair, mais c'est quoi leur délire? C'est Google, ça. Définition proposée par le Robert. En savoir plus. Ah oui, je veux en savoir plus. Oula. Oh non, c'est lourd. Mais Robert, mais vous avez... Mais vous fumez, monsieur. Dendro? Bah non, pas avec une astérix. Qu'est-ce que... Dendro. Oh, ah non, mais ça y est pour de vrai? Ah mais Robert, mais vous êtes en plein... Ah ouais, dès 8h du mat, ça parle de ça. Ah bah... c'est pas moi. C'est Monseigneur qui a été traumatisé. Mais attendez, le Robert, on vous a connu plus performant que ça quand même. Ah non. Ah non, il n'y a pas l'étymologie. Bon, bref. Pardon. Seule contrainte, oui, donc l'espèce sur la photo doit être identifiable. Vous ne savez pas comment identifier vos photos. Bon, ben voilà, vous avez PlanteNet, etc., etc. Au pire, vous me les envoyez, on essaiera de les identifier. Oui, ça, avec les points de chaîne, il faut que je l'active aussi. Tellement de choses que je fais pas. Oui, n'oubliez pas qu'avec sans les points de chaîne, mais vous pouvez me proposer des plantes sur lesquelles vous aimeriez bien qu'on fasse une matinale. Enfin, des observations si c'est possible, bien sûr. Alors, celui qui va me sortir le champignon... Non. Ça marche pas. La plante australienne, quoique de l'eucalyptus, on peut en trouver. Allez-y, sortez-moi des plantes cheloues, on verra si on peut pas les trouver quand même. Le règlement. Alors, le règlement, on va jeter un œil rapide, hein, vous inquiétez pas. Blablabla. Oui, donc les images seront à disposition de la communauté, ça veut dire qu'elles seront sous licence Creative Commons, CC BY version 2. Bon, bref, en gros, vous ne toucherez pas d'argent avec ça. Valorisation des lauréats, publication d'un article, voilà, donc votre photo sera mise à la une, l'eucalyptus arc-en-ciel. C'est une vraie essence, ça? Oh. 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 On va faire ça avec les points de chaîne. 100 millions de points de chaîne pour me proposer une essence. Non, mais non. Eucalyptus deglupta. Oh, tellement de jeux de mots possibles. Espèce d'eucalyptus de la famille des myrtacées. Espèce de myrtacées, ça c'est bon ça. Originaire de l'île de Mindanao. Mais je ne sais même pas où c'est.
Coordonnées. Ouais. Aux Philippines! Comment ça, il y a des eucalyptus aux Philippines? Oui, c'est beau. Ça me fait penser aux montagnes chinoises, vous savez, qui sont un peu comme ça, là, de 1000 couleurs. Mais je suis sûr qu'il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen. Il peut mesurer 75 mètres. Ah, d'accord. Et il vit dans les régions tropicales humides. Il y a peut-être un peu moins ce moyen là par rapport au Limousin. Oui, c'est beau, oui, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Je sais que je reprends deux fois la question, mais c'est super beau. Alors, l'arbre est cultivé pour son tronc décoratif. Il perd en permanence son écorce lisse qui se détache en fins longs lambeaux et qui change progressivement de couleur en vieillissant. D'abord d'un vert pâle, elle commence par foncer avant de devenir bleue. Bleue? Ouais. Violette, puis orange et enfin marron. Oh. Ouais, bleu. Glauque, à tout péter. C'est quoi? C'est littéralement écrit Philippines, ligne 1. Où ça? Où ça? C'est marqué Wikipédia, ligne 1. Où ça, ligne 1? Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Pilon? Ah oui, Mindanao dans les Philippines. Oui, d'accord, ok. Oui, non, mais moi, quand je lis, vous comprenez bien, cet arbre est originaire de l'île de Mindanao, même si la phrase n'est pas finie. Moi, je suis interloqué, et donc je m'arrête, je ne vais pas plus loin. Hawaï, ah bah voilà, prochain live, Hawaï, en Nouvelle-Bretagne. Qu'est-ce que c'est, Nouvelle-Bretagne? Oh, super. Nouvelle-Guinée, Séram, j'ai l'impression de lire des marques. Et Célèbes. Oh. Ah, il est cultivé partout dans le monde pour en faire de la pâte à papier. Eh oui, eh oui, eh oui. Salut Canumera. Teste le niaouli. Ah oui, non mais d'accord. Désolé, hein, la revue de presse, on fera ça plus tard. Hein. Niaouli. Bonjour d'ailleurs, maître Canumera. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. J'ai développé une chaîne où les gens arrivent, ni bonjour ni merde. Bon, sauf les vrais, les bons. Ganouche, il dit bonjour, par exemple. et encore, ah, ça y est. Mais quel influenceur, vous avez vu ça? Je critique Maître Canumera pour dire qu'il n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bonjour. Ah, dansez pour moi, petit pantin, dansez pour moi. Le niaouli. Attendez, je me concentre. Pardon, je suis fatigué, je suis en train de tomber malade. Mais là, le cas. Soyez pas dyslexique sur celui-là, les gars, ne soyez pas dyslexiques. Mais là, le cas, Quinquenervia. Donc, Quinquenervia, 5 fois énervé. Voilà, c'est le niaouli, il est tout vénère, Quinquenervia, quoi. Ah, mais là, le cas, Quinquenervia, un arbre de la famille des myrtacées. Bah tiens, donc c'est un cousin de l'eucalyptus, techniquement, hein, puisqu'on a dit eucalyptus et myrtacée aussi. Je l'avais pas en tête. Originaire d'Australie, de Nouvelle-Calédonie. Ah, très bien, bravo. Le terme latin Melaleuca est composé de deux termes empruntés au grec mélas, noir, et leukos, blanc. Ah oui, c'est un arbre noir et blanc. En raison des contrastes de couleurs entre la base du tronc et les branches de l'espèce. Ah, ça saute pas super aux yeux, là. Ah oui, on sent l'arbre qui est torturé quand même, hein, vis-à-vis de l'écorce. C'est incroyable. Bon, bref, continuons. En raison... Oui, d'accord. D'accord. L'épithète spécifique quinquenervia est composée de deux termes latins. Quinque, qui signifie 5. Ah, excusez-moi, je dois faire une pause. Les affaires reprennent. Bougez pas. Je vous mets le soleil. A tout de suite. Ah bah le soleil n'apparaît pas. Bah super. Je m'en occupe.
Allez, paf, on est de retour. Excusez-moi, les administrations. Hein, vous savez ce que c'est, les administrations. Pour une fois que ça nous rappelle, eh bien, je réponds. Pardon, du coup. Ah, mais c'est bon, ça vous a pas perturbé. Parfait. Est-ce que tout est bien? Ah oui, les oiseaux sont en forme, j'adore. On en était où? En train de s'émerveiller, évidemment. Sur quoi? L'étymologie du niaouli, c'est vrai. Du coup, quinqué nervia, composé de deux termes latins, quinqué qui veut dire 5, nervus qui veut dire nerf, donc forcément les 5 nervures des feuilles. Est-ce qu'on peut voir ça? Pas du tout. Il n'y a pas un zoom. Ah, si, là, un petit peu. Regardez. Enfin, si vous voulez bien. Eh bien, allô? Au secours. Il ne sait plus, il ne sait plus bouger une photo. Ah, mais on est à gauche complet, d'accord. Mais on voit un peu 1, 2, 3, 4, 5, oui, d'accord. Donc, nervure. Ah, c'est marrant. Ah non, c'est bon. Mais attendez, du coup, l'eucalyptus, c'est un dicotylédone, non? Enfin, le niaouli, pardon. Non, pas. Mais non, mais pas ça. Au secours. F. Ah oui, c'est un dicotylédone, tout va bien. Pardon, je me questionne sur des détails. Revenons un petit peu au défi photo. Ça va faire quoi? 3 quarts d'heure qu'on est dessus, tout va bien. Donc défi photo, moi je vais participer. Si vous voulez participer, valorisation des lauréats, publication d'un article dans les actualités de Tela Botanica. Donc vous êtes rémunéré en visibilité, hein, comme ça se veut hein, sur Internet. Hein. Diffusion sur les réseaux sociaux à double visibilité. Chaque reproduction des images sélectionnées fera mention du nom de son auteur et du nom du lieu représenté. Un lien hypertexte renverra vers l'illustration originale sur iFlore. Donc voilà, à part de la visibilité et peut-être un chouïa de célébrité dans le milieu botaniste, vous n'aurez rien d'autre. Critères d'exclusion. Ah oui, personne, voilà, personne sur les photos, à part des plantes, bien sûr. Très bien. Bah, ça, c'est pas mal, ça. Comment participer? Formulaire, voilà. Vous pouvez ajouter vos 3 photos, hein, jusqu'au 15 décembre. Salut Fichtre, bien le bonjour tout le monde. Bien bonjour à toi. Comment ça va bien? Blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, formulaire dédié au défi, c'est quoi? Voilà, observateur, nature and click. Oh, je sens que je vais devenir célèbre. Géolocalisation, la date du relevé, le référentiel. Voilà, métropole, hein, vous gardez. Hein. Ça va bien, merci. Ah bah tant mieux. L'espèce que vous avez identifiée, la certitude, hein, vous pouvez être certain de ce que vous avez identifié, ou bah, je ne suis pas trop sûr, donc dans le doute. Le milieu, donc est-ce que c'est en forêt, en bordure, en ville, dans les champs, et quelques notes si vous voulez mettre des détails. Latitude, longitude, le lieu dit, la station. Ah, propose rien pour la station, tant pis. Et l'image. Donc voilà le petit formulaire qu'il faut remplir, qui est assez simple, mais qui contient le minimum syndical quand on fait l'équivalent d'un inventaire en fait. Parce que là, tous les gens qui vont prendre des photos, vu qu'on leur demande d'identifier, de localiser et de référencer d'une certaine manière, eh bien on sait le minimum syndical pour pouvoir compiler ces informations dans le temps. C'est-à-dire que, imaginons qu'en l'an 2122, les botanistes existent toujours, et bien potentiellement, et Internet existe toujours bien sûr, potentiellement, on pourra revenir sur ces photos en se disant, dis donc, Nature and Click, le 22 janvier 2023, non, ça sera trop tard, donc le 22, non, trop tard aussi, si, 22 novembre 2022, il était, zoomons dans un endroit, ah non, je peux pas zoomer comme ça, si je fais au hasard, bah dites donc, il était à côté de Bourges pour identifier... Oh, une centrale photovoltaïque, incroyable. Pour identifier des hêtres et des sapins d'origine douteuse dans des champs. Voilà, ça peut très bien être fait comme ça. Ceci étant fait, passons à autre chose. Quelle heure est... Oui, quittez. Quelle heure est-il? 8h56, très bien, on a encore un peu de temps pour jeter un œil à des vraies choses. Des vraies choses comme quoi? Comme par exemple, continuer à regarder... Tela Botanica, les nouvelles. Guide de bonne pratique de cueillette des plantes sauvages. Ah, pas mal ça. Ah, fichtre, pardon, j'avais pas vu. Si je mets une photo de ma femme, c'est possible? Ah ben non. Oui, non mais c'est d'accord, c'est une belle plante. Mais oui, non mais... non, si ta femme est vraiment une belle plante... oh non, c'est la blague la plus pourrie du monde. Je m'excuse d'avance. Attends, parce que je suis en train de construire la blague et il me manque un mot. Comment ça s'appelle ce... Ah voilà. Donc si ta femme est une belle plante, hein, ce n'est pas chez Telebotanica qu'il faut la mettre en photo. C'est sur OnlyFans.
Hein, les belles plantes, il paraît que ça marche à mort. Surtout les plantes de pied. Voilà, il n'y avait pas de quoi se taper sur le bureau, mais j'avais envie. Toutes mes excuses à la communauté, ça se reproduira plus. J'ai sorti une bonne blague il y a à peu près une demi-heure. Du coup, maintenant, on repart à zéro. Vous savez, dans l'échelle de... il faut 7 ou 8 blagues pourries pour arriver à une blague de qualité. Là, c'était la blague 0-0. Bon. Alors, j'étais en train de dire Guide des bonnes pratiques de cueillette des plantes sauvages. C'est un livre, nom de Zeus. L'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, ça existe? Merci, j'adore. Ah, tu es très indulgent, Fichtre, je te remercie. Marteau Pilon, salut à tous. Ah bon? C'est pas un pied de mouton? Quoi donc? Oh, c'est une blague sur la blague. Pardon. Oui, ben oui, forcément. Si c'est une belle plante, surtout de pied, c'est donc un pied de mouton, forcément. Oh, le pied de mouton, c'est un champignon qui est le plus... On verra ça plus tard. Pas de spoil. Attendez, l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, ça existe, ça? Cueillette... Cueillette-pro. Cueillette-pro.org. Mais j'ai jamais entendu... Une histoire de femme. Ah. Ah oui, c'est la lavande. Ah oui, d'accord, tout va bien. J'ai jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Comment? Pourquoi suis-je aussi nul? L'équipe, nos missions. Adhérer, contact, la charte, actualité. Historique. Ah, il est où l'historique? Il n'y a pas d'historique? Ah. Présentation. Devenir cueilleur? Ah bon? Ça paye, ça? Attendez, je découvre des trucs. Oula. Il y a un diplôme? Ben, je sais pas du tout, Fichtre. Oh, ton pseudo va tellement bien pour cette situation. Définir son projet, étudier sa faisabilité. D'accord. Être cueilleur demande d'être responsable. Ah bah c'est perdu. Allez, on se casse. de respecter la ressource. Et de se former un minimum. Sans prétention à l'exhaustivité. Bienvenue sur la chaîne où on apprend des mots, hein, bien sûr. L'AFC... L'AFC... C'est l'acronyme de quoi d'autre, ça? Association familiale catholique. Ah. Et que choisir, c'est pas AFC au début? UFC. Ah oui, je confonds. Bon, bref, on s'en fout. L'AFC, donc l'association des cueilleurs... C'est quoi? Association française... Ah oui. Des cueilleurs, je suppose. C'est vrai que sinon, ça aurait fait AFPCPS. Bienvenue dans le... Bref, c'est magnifique. Devenir cueilleur, alors c'est quoi? Au-delà de la part du rêve, le parcours d'installation est souvent complexe. Mais c'est un vrai travail? Ah oui, ça a l'air d'être un vrai travail. Formation, je sais pas. Témoignage de cueilleur, très bien. On a appris pas mal au début chez d'autres producteurs, oui. Ah, bah tiens, paysanne herboriste de Corrèze. Mais qui êtes-vous, madame? Je vous connais pas. Cueilleur nomade. Ah, ça a l'air d'être rigolo, leur boulot. La meilleure des formations est la pratique auprès d'un cueilleur professionnel. Voilà, donc ta réponse, Fichtre, non, apparemment il n'y a pas de diplôme. Stage de formation woofing. Ah. Bon, admettons. Ah si, formation professionnelle les plus indiquées. Ah oui, mais c'est les cursus agricoles généraux. Le BPREA, n'est-ce pas? Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et non pas d'exploitation agricole responsable. Il y a une petite nuance, hein. C'est un truc de politicien. Ah bon? Des gens raisonnables, ça n'existe pas, sauf dans les mensonges des promesses électorales. Ça y est, cueilleur, c'est un poste inventé par les écolos. Ah non, non, non. Oh non, quand même. Non, non. Non. Non, parce que ce que je vais dire est horrible. Mais les écolos n'auraient jamais permis, excusez-moi de parler politique 30 secondes, n'auraient jamais permis de mettre la photo d'une femme à quatre pattes pour vanter quoi que ce soit d'ailleurs. On est d'accord? Non? Je ne sais pas. Bref, arrêtons de divaguer.
revenons au livre. Donc l'association française professionnelle de la cueillette des plantes sauvages, l'AFC, publie son guide de bonnes pratiques de cueillette de plantes sauvages pour une gestion durable de la ressource. Pourquoi? Parce que c'est une femme ou parce qu'elle est à quatre pattes? Surtout parce que les deux, mon capitaine. Je pense. Ah, j'en profite pour... parce que j'écoute la radio le matin et du coup, il y a toutes les affaires là qui n'intéressent... Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux dire, c'est des gens qui sont censés gérer... Voilà, point. Arrêtez la phrase là. Et qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, mon Dieu, ils couchent avec tout le monde. Oh. Bref, fin de la parenthèse. Donc ce livre, qui a l'air très joli, qui a l'air finement illustré, on va voir ça, est-ce qu'on pourra avoir un petit aperçu tout à l'heure, est le fruit d'un travail collaboratif entre cueilleurs professionnels et scientifiques. Les principaux objectifs sont de transmettre et de diffuser les bonnes pratiques de prélèvement en milieu naturel, ainsi que d'alerter et sensibiliser sur l'état et le devenir de la ressource en plantes dans les milieux naturels. Vous voulez un petit moment inintéressant au possible? Transmettre et diffuser les bonnes pratiques de prélèvement en milieu naturel. Donc on est d'accord que là on est en plein dans les concepts de développement durable, c'est-à-dire prendre ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui tout en pensant à demain, voilà, aux générations futures, etc., etc. Mais ce principe de développement durable, vu qu'on est en automne, on peut l'appliquer aux champignons, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous arrivez sur un spot à champignons, vous prenez ce dont vous avez besoin, imaginons il y a 5 champignons, bon, en prenez 3, vous en laissez 2. Comme ça, au pire, celui qui passe après, il peut en prendre un. Voilà. Et s'il n'y a personne qui passe après, de toute manière, ça reste dans le milieu naturel. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, transmettre et diffuser les bonnes pratiques de prélèvement en milieu naturel. Vous allez me dire, c'est peut-être pas nécessaire, puisque ça fait des années qu'on bouffe du développement durable, même à l'école. Eh bien, laissez-moi vous partager un petit moment de ma vie de forestier. J'étais avec des apprentis en gestion forestière. On parlait justement de ça, le développement durable, et quand on tombe sur des champignons, on en prend 2, enfin on en prend 3, on en laisse 2, quoi, un truc dans le genre. Et là, j'en ai un qui se pointe devant moi et qui me dit « Ah oui, ça oui, mais pas avec les cèpes, hein ». Je dis « Si, avec les cèpes aussi, si t'as 10 cèpes, t'en prends 5 et tu laisses les autres, quoi, et puis après tu vas chercher un autre spot. » Il me dit « Ah non, les cèpes, moi, rafle tout ». Et ça, c'est des paroles de gens qui ont une vingtaine d'années et qui bouffent du développement durable en éducation depuis très très longtemps. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui, c'est vrai, mais je trouve ça rigolo. Fichtre, pourquoi c'est pas déjà le cas pour le moment inintéressant? Ça peut être pire. Oui, on peut faire bien pire, t'as vu? Je plaisante, bien entendu, sinon je serais pas là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Jusqu'ici, ça se tient. Bravo, belle logique matinale. J'espère que vous avez aimé ce petit moment, absolument pas culture confiture, mais juste pour dire que voilà, ce genre de livre, ça peut paraître superflu, mais non, croyez-moi, ça ne l'est pas. Donc du coup, transmettre, diffuser les bonnes pratiques de prélèvement, ainsi que d'alerter et de sensibiliser sur l'état et le devenir de la ressource en plantes dans le milieu naturel. Soutenu en partie... J'aime bien la précision, par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Si quelqu'un sait ce que fait ce ministère, n'hésitez pas à me le dire. Quelle heure est-il? J'ai faim, je commence à être taquin. Ce guide s'adresse à tous les professionnels de la filière, les cueilleurs, les gestionnaires d'espaces naturels, les propriétaires fonciers, les entreprises qui utilisent des plantes, les agents de l'État et les fonctionnaires territoriaux, bien sûr, qu'on salue au passage. Ainsi qu'aux passionnés. Voilà, les passionnés, hop. D'abord tous les gens... C'est horrible. D'abord tous les gens qui s'en foutent, hein, et après les passionnés. Il propose des connaissances et des méthodes pour gérer durablement la ressource et faire régresser les mauvaises pratiques qui pourraient la mettre en péril. Ainsi, aussi bien théorique que pratique et joliment illustré, ce guide est à mettre entre toutes les mains de ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde de la cueillette et des plantes sauvages. Ce projet de guide est complété par la rédaction de livrets techniques de cueillette concernant les plantes dont la ressource est menacée, ou bien qui font l'objet d'un effet de mode et sont cueillies de plus en plus largement. Les plantes traitées dans ces livrets ont été choisies par une méthode de priorisation en fonction de différents critères sur la fragilité de la ressource. Très bien. Chaque livret est composé de plusieurs parties: généralité, constat sur la ressource, description botanique et risque de confusion, gestes de cueillette et préconisation de gestion. Le livret technique de l'aubépine, en téléchargement libre.
L'ensemble des autres livrets, Arnica, Gentiane, Millepertuis, Lavande, Primevère, Ail des Ours, Reine des Prés, non, Tin, c'est mieux, et Chaga, incroyable, sont à disposition des adhérents sur l'espace professionnel, ou bien en vente en fonction papier. Ça coûte combien, mon capitaine? On y arrive. 20 €. Chaga Africa. Elle est bonne. Elle est bonne. Monseigneur, elle est bonne. C'est quoi du chaga? Non, pas Chagall. Ça, on sait ce que c'est. Enfin, j'espère. Chaga, le champignon à boire pour la santé? Comment ça? Polypore oblique. Ah oui, tu m'étonnes qu'il lui ait trouvé un petit nom. Alors aujourd'hui, au menu, nous avons un polypore oblique sur son lit de canevas. Ça ne veut rien dire, mais j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Inonotus obliquus. Obliquus, d'ailleurs. Le polypore incrusté ou polypore oblique, espèce de champignon basidiomycète. On en parlera un jour et vous allez souffrir. Vous allez voir. Champignon lignivore, donc qui mange le bois. Ah. Parasite. Agent de la pourriture fibreuse. Ah ben super. Principalement sur les bouleaux. Ah ben, en plus, voilà, il s'attaque aux meilleurs... il s'attaque au meilleur des arbres. Fichtre qui relance sur le Chaga Africa et qui nous dit c'est joli. Chaga, pas le plaisir. Mais vous êtes trop en forme. Mais vous vous entraînez de votre côté parce que vous faites que des blagues bonnes d'affilée. Comment vous faites? Moi, j'y arrive pas. Bon, bref, taxinomie, dénomination systématique, forme, macrologie, micrologie, écologie, biologie, que du J aujourd'hui. Hein. Et utilisation, impact sylvicole, non. Récolte, usage, A. Le polypore incrusté est récolté sous sa forme de chancre, alors nommé chaga, A. En Terre-Neuve, hein. Il est préférable de le cueillir sur des arbres vivants ou de vieux sujets fraîchement coupés. En effet, les arbres secs sur pied ou tombés, sur les arbres secs sur pied ou tombés, sa teneur en substance utile diminue fortement. D'accord. Chaga arrivé. Oh. Allez-y, lâchez-vous. Videz-vous votre sac à humour là sur le chaga, ça a l'air de vous inspirer. La partie extérieure noire comporte des constituants médicinaux intéressants. D'accord. Ah, vous entendez? Ça, c'est un petit chat qui crie à la mort, comme s'il avait passé la nuit dehors, qui s'était fait attaquer par des blaireaux et qu'il revenait en se traînant au sol, complètement blessé, en laissant une traînée de sang derrière lui. Eh bien non, pas du tout. Vous avez entendu ce petit cri déchirant? Ben en fait non, il va très bien. Il joue, il chouine. Voilà. Je reviens. Ah, c'était incroyable. Oh. Et une deuxième étoile de l'humour à Fichtre. Oh, je vais créer des étoiles de l'humour, tiens. Quand j'ai faim, chagargouille. Quoi? Excellent, Chaga le faire rire. Chaga le faire rire. Chaga le faire rire. Eh ben oui, Chaga me fait rire. Arrêtez. En plus, je suis du Nord, la prononciation impec. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit en fait. En fait, bon, sans vouloir critiquer les gens du Nord, j'adore les accents. Voilà, que ça soit bien clair. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment pour qu'on rigole ensemble. Et pas, voilà. Et je me suis dit, c'était où qu'ils ont dit le chaga, en fait, c'est une espèce de chancre. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est un mec du Nord qui a, qui a dit, qui a renseigné les scientifiques. Tu vois, les scientifiques, ils ont débarqué, ils ont dit, monsieur, c'est quoi là, sur l'arbre, ce gros truc dégueulasse? Au chat? Bon, chaga. Alors qu'il a essayé de dire le mot chancre. Mais tellement, mais oui. Alors après, je tiens à préciser, j'adore les accents, j'adore les gens du Nord, voilà, le cœur, le soleil bleu, tout ça. Hein. Et j'ai fait un mariage, le petit moment totalement inintéressant. J'ai fait un mariage il y a quelques années d'un ami toulonnais, mais qui se mariait avec une fille du Nord.
Et du coup, elle a ramené la famille. Alors la fille du Nord qui traîne du côté méditerranéen depuis des années, ça va, tu vois, tu la rencontres, bon, ça passe quoi. Mais alors quand la famille se ramène, oh là c'est beau, ah c'était magnifique. Et du coup ils m'ont appris à parler le schnorr, alors j'ai tout oublié, mais je me souviens du premier conseil, c'est le beau-frère ou un truc comme ça qui m'a dit, bon, pour parler schnorr c'est très simple, tu fais comme si tu avais des boules de pain à l'intérieur des joues, tu vois, et puis tu fais pas d'effort, ça passe tout seul. Et puis après, tu dis de là, et ça passe. Voilà. Donc, salutations aux gens du Nord. J'espère que ce n'était pas trop ridicule et. Comment on dit? Je ne sais plus. Trêve de blabla, continuons. Le chaga. Donc, non, je rembobine. Dans le Nord, on a de l'autodérision. Vaut mieux, vaut mieux de toute façon. Oui, c'est sûr, oui. Du coup, 20 € l'ouvrage. Comment se le procurer? Pouf. Il est là. Guide de bonne pratique. Bon de commande. Paf. Attendez. Version finale, d'accord. Attends, mais c'est gratuit? Ah, bah apparemment, il coûte 20 €, sauf si tu le télécharges, il est gratuit. Regardez, il y a 224 pages. Donc le PDF, là, je viens de le faire sous vos yeux. Ah, j'aime bien la police. Déjà, ça commence bien. Oui, d'accord, donc il n'y a rien d'autre. Très bien. Sommaire. Oh, c'est très beau. Oh, c'est agréable, c'est léger, c'est printanier, j'aime. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas ce que je lis. La ressource en plantes, définition et perception, très bien. Construire, pérennité, territoire, très bien. Je ne lis que les mots-clés. Éléments de compréhension et axes d'intervention, les bonnes pratiques du cueilleur, fiches méthodiques. Oh là là, oui, il y a plein de fiches. D'accord. Focus thématique. Hop. Des annexes, une préface. Ah oui, non, c'est complet. Alors, est-ce qu'il y a des illustrations? Parce que moi, il faut des illustrations. Ah, Sylvie Bornet, cueilleuse. Alexis Brunel, cueilleur. Ah non, mais c'est les membres, ça. L'équipe de rédaction. Ah, pardon. Régis Buffière, très bien. Alexandre Dufour, Thomas Échantillac. Pour un cueilleur, c'est incroyable. Oui, monseigneur, bonne journée à toi. Ah, ouais, voilà. Je l'ai vexé avec mon humour sur les gens du Nord. Non mais bonne journée à toi, bon courage et bon week-end. Oui, d'ailleurs, on se retrouve ce soir si vous voulez pour jouer, hein, mais pas samedi. Mais on en reparlera à la fin du stream. Raphaëla quoi Maël, très bien. Jean-Paul Lescure. Ah, ben il pleuvait ce jour-là apparemment, Jean-Paul. Jonathan Locqueville, William Marotte, Émilie Pascal, Emmanuel Roas. Ah oui, il y a des gens. Nicolas Thomas. Nicolas Thomas. Bref. Grégory Dacosta, pourquoi pas. Bon, bah ça c'est la présentation, très bien. La charte de l'AFC, tout à fait. Préambule de la charte, bon bah je vous laisserai lire. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. Des concepts de base du développement durable. C'est très j'aime bien les illustrations, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Une petite BD. Ah, carrément, ils ont mis une BD dans le livre. Ah oui, d'accord, non, mais ça critique l'ONF. Bravo. Qu'est-ce qu'on a? Bonne pratique des cueillettes. Ah oui, d'accord, beaucoup d'illustrations. Magnifique. Bon, ben voilà, vous irez jeter un œil tranquillement. Commune, adresse. Y a pas des plantes quelque part? Qu'est-ce que c'est que ça? Bénéfice, trésorerie. Ah oui, bah ça parle botanique, ça se voit. Oh, c'est beau. Bref, donc le guide des bonnes pratiques de la cueillette des plantes sauvages, on peut le commander. Ah bah bon de commande, il faut le télécharger aussi, d'accord, très bien. Et quand on le commande, il coûte 20 €. Mais on peut le télécharger gratos. Donc voilà, si vous voulez soutenir l'association, commandez. Si vous êtes juste curieux de jeter un œil, téléchargez. Ceci étant fait, quelle heure est-il? Bah voilà, 9h15. Ouais, on a complètement dérivé ce matin, c'est scandaleux.
Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Dionée, rapidement, la revue. Ah, la revue qui est un peu chère, me semble-t-il. Ah ben non, 35 € à l'année. Autant pour moi. Bon. Nouveau numéro de la revue Dionée, association française d'amateurs de plantes carnivores. Ah oui, c'est très spécifique. Ce trimestriel est le seul périodique francophone entièrement dédié à ces végétaux si particuliers. Il propose 4 fois par an des informations sur les plantes carnivores dans les milieux naturels, des méthodes de culture, des fiches de plantes, des visites de collections privées ou institutionnelles, mais aussi des résumés de la littérature scientifique ou lecture des derniers ouvrages. Donc, très belle photo de... De quoi d'ailleurs? C'est quoi, c'est une pinguicula, ça? Je sais pas, je vois marqué Pinguicula, je me dis c'est peut-être ça. Je ne me souviens plus. Non, c'est des grassettes les Pinguicula, donc ça ne ressemble pas à ça, bravo. Est-ce qu'il y a un petit aperçu? Oh, alors au sommaire déjà. Construction d'une paroi humide calcaire à Pinguicula, d'accord. À la découverte des sphègnes. Ah ben, il triche. Ah oui, non, mais en même temps, c'est vrai, les sphègnes, c'est ce qui compose les tourbières, et c'est principalement dans les tourbières qu'on va trouver des plantes carnivores, en Europe en tout cas. Pinguicula vulgaris en Islande. Ah oui, super. Des grassettes subarctiques. Nouvelles espèces de plantes carnivores décrites en 2021. Très bien. Et la boutique de la Dionée. Est-ce qu'ils ont un petit aperçu? Ah non. Badge. Ancienne édition. Commandé. Revue Dionée. Oui, mais aperçu. Direct commandé. Hein? Ah. On n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de nous mettre un peu l'eau à la bouche. À propos des plantes carnivores, bah tiens. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, oui. Elianphora, tout à fait. Utricularia. Ah oui, les utriculaires, alors là, c'est incroyable. On devrait se faire un truc spécial. Ouais, mais est-ce que je peux aller cueillir des plantes carnivores? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je sais où est-ce qu'il y en a? Antenne centre. Ah, ils ont une antenne? Non, dans le Cher. C'est loin, le Cher. Je sais pas, il faudrait les contacter. Tellement d'idées, si peu de temps, tellement d'envie, si peu de sommeil. Ah, et vu sur la toile 176, on n'aura pas le temps de tout jeter, de jeter un œil à tout. Voyage sensoriel dans le monde des plantes. Comment ça? Bon, c'est sur France, Radio France, donc c'est à écouter. À la Terre au carré. Les plantes peuvent nous permettre de découvrir la plénitude du monde, des sens avec les yeux, les oreilles, les doigts, le nez et le palais. On peut s'émerveiller et se relier aux plantes sauvages. L'ethnobotaniste et écrivain François Couplan, ah bah oui, et Keiko Inamura, cuisinière traditionnelle japonaise, maître de cérémonie du thé, forment un couple amoureux des plantes sauvages et de gastronomie sauvage. Ils gèrent tous les deux les cours et les stages du collège pratique d'ethnobotanique. Ah oui, 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 ça aussi. Hein. Oh, François Couplan, quel beau profil. Je note quand même que... Oui, bon bref. Ah ben oui, tout à fait. L'amour des plantes. Les stages, les livres, les formations, croyables. Herbier à croquer, qu'est-ce que c'est que ça? Volume 1 débutant, l'herbier à croquer. Herbier de vie et de plaisir, vous découvrirez dans ce livre l'essentiel, les principales plantes sauvages comestibles de nos régions et les façons de les accommoder. Oh. 65 espèces faciles à reconnaître, savoureuses et bonnes pour votre santé. Oui, d'accord, très bien. Se soigner avec les plantes des montagnes, je suis d'accord. Plantes sauvages comestibles, ah oui, mais il aime manger la nature. Oh, scandaleux au 22e siècle, voyons. Donc, émission La Terre au carré, 1 heure avec, apparemment de ce que j'en comprends, hein, François Couplan et Keiko Inamura. Vous aimez les plantes et vous avez envie de les manger, allez jeter une oreille. Si vous le voulez bien, bien sûr. Vue sur la toile, quoi d'autre? Plantes et végétation des estuaires, les plantes du passé, le plus grand organisme vivant sur Terre est en train de dépérir, ah bah super. Le fossile d'algues de plus de 500 millions d'années, ah bon? Alors on n'aura pas le temps de lire un autre article parce que je vais refaire une petite pause, hein, et puis on va commencer les observations. Je vais chercher les champis, enfin pas dans la forêt, ils sont dans le frigo. Hein. Oh fichtre, j'avais pas vu, pardon.
J'ai le collègue qui arrive à plus tard. Des bisous tout le monde. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être passé. Des bisous électroniques si t'es encore là. Et au plaisir de te relire. Piqué de casse... La guimauve. Oh. La guimauve. Oui, je disais donc je vais aller chercher les champis qui sont au frigo. L'herbier gallica, c'est pas long. Allez, on se fait juste la guimauve et on y va. La guimauve, alors on est sur la Bibliothèque nationale de France, BNF, hein, le blog Gallica. Je sais pas exactement ce que c'est, je n'ai pas trouvé l'info. Mais ils font des articles régulièrement. Donc Luc Ménapas, le 3 octobre, qui nous fait un petit article sur la guimauve. La guimauve n'est pas seulement cette moelleuse confiserie à grignoter au coin du feu, c'est également une plante aux fleurs rose pâle, couleur marshmallow. Marshmallow, yeah. Ouh yeah. Très bien, une petite illustration qui date de 1770. Ah, quand même. Mais ça avait dessiné au XVIIIe siècle, hein. Ça déchire. Donc la guimauve officinale Altae officinalis appartient à la famille des malvacées. Et oui, comme la rose trémière, l'hibiscus ou le tilleul. Est-ce qu'ils ont fait des articles ou c'est des liens vers rien du tout? Ah non, ils ont des articles. Ah oui, on l'avait vu celui-là. Gallica, du latin gallicus à de la Gaule, gaulois. Quoi? Oui, mais ça c'est très bien. Le blog gaulois. L'origine du nom. Oui, oui, j'ai compris, mais ça m'aide pas à savoir dans quelle collection on est. Enfin, tu vois, on est à la Bibliothèque nationale de France, et... Ah, elle est où? Et du coup, on est dans la collection Gallica, donc la collection gauloise. Bibliothèque de France, collection gauloise. Et on parle du tilleul. C'est bien normal tout ça. Et en plus, Gallica... Attends, y a pas un rapport avec le coq? Ah oui. Oh, je trouve ta source. C'est quoi le coq? Le nom latin de la poule. Poule? Non mais... Au secours. Gallus gallus domesticus. Ah ah. Gallus gallus, Gallica, la Gaule. Bah, en même temps, on est à la Bibliothèque nationale de France, on est dans le blog Gallica, soit c'est le blog gaulois, soit c'est le blog du coq. Ça m'aide pas des masses. Bon, bref. Mille excuses pour mon ignorance. Du coup, oui, famille des malvacées comme la rose trémière, l'hibiscus et le tilleul. Le tilleul, c'est une malvacée? Mais depuis quand? Ah, depuis la classification APG3, d'accord. 2009. Voilà, ça fait 11 ans que le tilleul est une malvacée. Avant, il était une tiliacée, donc il avait sa propre famille. Apparemment, il a été rapproché. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là? La classification de Cronquist, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la classification qui est basée, bah, c'est marqué, sur des critères morphologiques, anatomiques, chimiques. Donc, en gros, on regarde et les choses qui se ressemblent, je fais très très rapide, hein, mais elles sont un lien de parenté puisqu'elles se ressemblent. Mais à partir des années 2000, on a la classification APG qui est apparue, même un peu avant les années 2000, je pense. APG, c'est une classification qui est basée sur la phylogénétique, donc, entre autres, la génétique, donc l'étude du génome. Et à partir de là, ben, on s'est rendu compte que des choses qui se ressemblent, ben, parfois, génétiquement, elles sont très très éloignées. Donc là, par exemple, le tilleul, hein, et la rose trémière. Pour ceux qui ne connaissent pas, une rose trémière, c'est ça. C'est très décoratif. On en voit dans les jardins des mamies. Tac. Elle est où? Voilà, ça c'est une rose trémière. Ça c'est un tilleul. Je sais pas où est-ce qu'il y a une photo. Voilà. Ça c'est un tilleul. Et bien ça et ça fait partie de la même famille. Donc vous comprenez que morphologiquement parlant, c'était pas super évident. Mais phylogénétiquement parlant, ça marche. Enfin, ça marche. C'est démontré avec la génétique qu'ils sont de proches parents. On était où?
Oui, elle est également appelée mauve blanche, donc la guimauve officinale, en raison de sa ressemblance avec la mauve qui a donné son nom à toute la famille. Le terme d'Altea peut aussi désigner l'hibiscus de Syrie ou mauve en arbre. Mauve en arbre, d'accord. Merci pour l'info. Oui, bah écoute, voilà, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir, ça sera dit ici. Encore un dessin du 19e siècle. Ah bah, il savait dessiner au 19e aussi. Hein. Plante vivace, la guimauve atteint 1 mètre de haut, ses feuilles sont très douces, car elles sont recouvertes de poils soyeux. Ses fleurs, grandes et larges, présentent 5 pétales d'un rose plus ou moins pâle. Elles fleurissent début juillet et attirent les abeilles. Elles donnent un fruit jaunâtre. Son épaisse racine pivotante et charnue, d'un brun jaunâtre, mesure elle aussi 1 mètre de long et émet des bourgeons souterrains. La plante se rencontre dans le centre et le sud de l'Europe, l'ouest et l'Asie, et en Afrique du Nord. Ouais, c'était mieux. Elle aime les zones humides, fossées, régions lacustres. Elle pousse sur des sols basiques, riches et ensoleillés. Ah oui. Alors là, en 3 mots, ça vient de me dire, tu ne la verras pas en Corrèze. Des sols basiques, donc ça veut dire plutôt des sols calcaires. Nous ici, en Limousin, on est sur du granit, donc des sols acides. Des sols riches, ça veut dire des sols qui sont bien équilibrés entre du sable, du limon, de l'argile. Bah ici, dans le Limousin, les sols sont pauvres. Ouais, on va pas dire ça autrement. On manque d'argile, voilà, on manque d'argile. Et des sols. Ah tiens, c'est bizarre. Elle pousse sur des sols basiques, riches et ensoleillés, oui. Et des sols ensoleillés, bah, on est en Limousin, donc oui, ensoleillés, mais pas tout le temps. Très rustique, cette plante peut résister à de fortes gelées. Ah, là pour le coup, ça colle bien avec le Limousin. Ah, illustration du XVIe siècle. Ah, ben, il savait dessiner au XVIe. Hein. Sa racine a servi d'aliment de famine. Ça se dit, ça? Sa racine a servi d'aliment de famine dans le monde antique. Les Grecs l'utilisaient pour pour apaiser les muqueuses enflammées. Ah bah tiens. Cité dans le capitulaire carolingien, les capitulaires carolingiens, la guimauve faisait partie des herbes cultivées dans les jardins monastiques. Elle se serait échappée de ceux des bénédictins pour rejoindre les jardins des paysans. La guimauve traite la toux sèche et l'asthme, et abaisse l'acidité gastrique. Ses fleurs en infusion sont appliquées sur les aftes et les peaux irritées. Les jeunes enfants mâchonnaient des bâtons de guimauve, certes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Grandville, les fleurs animées. Dessin du 19e siècle. Il y a une madame en costume de fleurs avec une ceinture en racines qui soigne des lézards sur un lit de fougères. Ah bah il savait dessiner au 19e siècle. Hein. C'est pas l'époque où on buvait de l'absinthe aussi? Mais ce qui fait la gloire de la guimauve, c'est le mucillage de sa racine, qui, une fois traité, donne la friandise du même nom. Alors qu'est-ce à dire qu'un mucillage? Vous allez voir, c'est incroyable. Substance répandue dans les racines de guimauve et les graines de lin, les lichens, les algues, qui se gonflent au contact de l'eau sans s'y dissoudre, mais en formant une matière visqueuse comparable à de la gomme, dont les propriétés épaississantes la font utiliser en médecine. Incroyable. Bref, le mucillage, en gros, c'est un composé gélatineux qui gonfle au contact de l'eau, semblable à de la gélatine, d'où leur surnom de morve de mer. Oh. Ah oui, oh la belle photo. Ah, ça a l'air bien le mucillage. Hein. Bon, allez, retour. Donc elle a d'abord servi à traiter les maux de gorge, adoucis avec du miel. Le sucre remplace le miel au début du 19e siècle, puis des œufs montés en neige sont incorporés à la fin du 19e siècle. La confiserie se nomme aussi marshmallow, qui désigne la guimauve officinale en anglais. Repensez à la plante quand vous piquerez son mol avatar sur une baguette à la lueur du feu de bois. Oh la phrase. Repensez à la plante quand vous piquerez son mol avatar sur une baguette à la lueur du feu de bois. Tu es un sorcier, Harry. Identifiez d'autres plantes à bonbons dans la sélection botanique du parcours Gallica, la nature en images et le patrimoine gourmand. Très bien. Allez, on se fait une petite pause. Je suis en retard, bien sûr, mais quand même. Où est-ce qu'on en est niveau soleil ?